Et si je vous disais que certains examens médicaux peuvent voler vos années de vie au lieu de les prolonger? Je me souviens très bien de ce moment précis. C'était un après-midi tranquille, dans la cuisine de ma tante, à Nantes. Elle avait 66 ans, en bonne forme, toujours élégante, l'esprit vif. En buvant un thé, elle m'a dit, presque en chuchotant, « Tu sais, on m'a proposé une batterie d'examens préventifs la semaine dernière. On m'a dit que c'était indispensable à mon âge. J'ai accepté. Et maintenant, je dors mal. Je n'arrête pas d'y penser. » Ce qu'elle ignorait alors, c'est que cette simple série de contrôles allait devenir le point de départ d'une descente vertigineuse, un résultat flou sur un scanner, un polype découvert par précaution, une biopsie inutile, une infection post-opératoire. En moins de 2 mois, elle n'était plus la même femme. Ce n'était pas le cancer qui l'avait changée, c'était la peur du cancer, amplifiée par des tests qu'on lui avait présentés comme inoffensifs. Ce jour-là, j'ai compris une chose brutale, dérangeante mais essentielle. La médecine moderne peut parfois fragiliser ceux qu'elle veut protéger, surtout les plus âgés. Ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un complot, c'est un angle mort dans notre manière de vieillir. On croit que plus on teste, mieux on vit. Mais après 70 ans, ce qui sauve une vie à 50 peut en ruiner une à 80. Je vais vous dire quelque chose d'encore plus déroutant. Plusieurs examens médicaux largement recommandés aux seniors pourraient en réalité mettre leur santé et leur dignité en danger. Et ce n'est pas une théorie. C'est ce que vivent chaque jour des milliers de personnes âgées qui font confiance, sans se poser de questions, à un système médical encore figé dans une logique du toujours plus. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo pourrait aller à l'encontre de tout ce que vous avez toujours cru sur la prévention. Mais si vous ou vos proches avez franchi ce cap symbolique des 70 ans, ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait bien changer votre manière de voir la santé, et surtout la manière dont vous choisissez de vieillir. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin. Car ce n'est pas une simple liste d'examens à éviter, c'est un changement de regard, une philosophie de vie que nous allons explorer ensemble, et qui pourrait vous faire gagner bien plus que des années. Votre paix intérieure, votre lucidité, votre liberté. Si ce sujet vous interpelle, si vous aimez ce type de contenu clair, humain et honnête, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela nous donne l'énergie de continuer à produire des vidéos utiles, sincères et profondément humaines pour vous accompagner dans cette phase de la vie. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question simple mais puissante. À votre avis, quelle est la meilleure façon de rester en bonne santé après 70 ans? A. Faire autant de bilans médicaux que possible, même sans symptômes. B. Observer attentivement son corps, poser des questions et choisir les examens vraiment nécessaires. Dites-le moi en commentaire en tapant simplement A ou B. J'ai hâte de lire vos réponses et d'ouvrir cette discussion essentielle avec vous. Je me souviens encore du regard de Claire, assise en face de moi dans le petit salon de sa maison près de Marseille. Elle venait de sortir de l'hôpital après une opération du rein. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle a baissé les yeux et a murmuré. Tout a commencé avec un simple scanner, un test de routine, tu sais, pour vérifier que tout allait bien. Et là, je me suis dit, une fois de plus, combien de personnes âgées comme Claire commencent ainsi un voyage médical qu'elles n'avaient jamais demandé? Un test, un doute, une peur, une décision précipitée. Et l'engrenage commence. Depuis plusieurs années, je m'intéresse de près à la manière dont la médecine préventive est proposée aux seniors. Et ce que j'ai découvert est à la fois fascinant et troublant. Il existe, dans notre système de santé moderne, une obsession du contrôle, une croyance tenace que tout peut et doit être détecté, même quand rien ne fait mal, même quand le corps ne dit rien. Mais après 70 ans, cette logique peut devenir toxique. Elle transforme la médecine d'accompagnement en médecine d'intrusion. Elle remplace la vigilance par l'anxiété, la prudence par la panique. Et surtout, elle érode en silence quelque chose de fondamental, la confiance en son propre corps. L'une des procédures les plus emblématiques de cette dérive, c'est la coloscopie. On la présente souvent comme un acte salvateur, un outil de détection précoce contre le cancer colorectal. Et c'est vrai, elle peut sauver des vies.
Mais ce que l'on oublie de dire, c'est que cette utilité diminue fortement après un certain âge. Le corps à 50 ans n'est pas le même qu'à 68. À cet âge, les risques liés à la préparation, très éprouvante, à l'anesthésie, au geste lui-même, ne sont plus négligeables. J'ai vu des patients sortir d'une coloscopie avec une fatigue écrasante, une confusion mentale qui a duré plusieurs jours, voire des chutes provoquées par des vertiges post-opératoires. Et le plus paradoxal, c'est que ces coloscopies sont souvent faites chez des personnes sans symptômes, uniquement pour vérifier. Un homme que je connaissais bien, M. Gérard, vivait seul à Dijon. Il était en bonne santé, se déplaçait encore à vélo, cultivait ses tomates avec passion. On lui a conseillé une coloscopie de contrôle. Il a obéi, sans discuter. 3 jours plus tard, il est tombé dans sa salle de bain à cause d'un malaise dû à la déshydratation. Fracture du col du fémur, hospitalisation, perte d'autonomie. Il n'est plus jamais remonté sur son vélo. Et puis il y a ce fameux scanner du corps entier. C'est l'examen qui fait rêver. On va tout voir. Oui, mais voir quoi? Tout, même ce qui ne pose aucun problème. Et c'est là que le piège se referme. Le corps humain, surtout après 70 ans, porte en lui des traces du temps. Petits nodules, kystes bénins, calcifications sans gravité. Si vous les scannez, vous les trouverez. Et une fois trouvés, il faut les surveiller, les explorer. C'est ce qu'on appelle en médecine les incidents à l'homme. Des découvertes fortuites qui n'auraient jamais eu d'incidence sur la santé, mais qui, une fois nommées, deviennent source d'angoisse. Claire, justement, avait fait ce scanner lors d'une journée de dépistage gratuite organisée dans sa ville. Elle se sentait bien. Aucune plainte, aucune fatigue. Mais voilà, on a repéré une petite lésion sur son rein droit. Probablement bénigne, mais il faudrait vérifier. Elle a passé une IRM, puis une biopsie. Et comme les résultats n'étaient pas concluants, l'urologue a préféré enlever la lésion. Chirurgie, complications, convalescence difficile. Aujourd'hui, Claire n'a plus la même énergie. Elle me l'a dit sans amertume, mais avec une immense lucidité. Je n'étais pas malade. Maintenant, je le suis un peu. Et je pourrais vous parler de Bernard, ancien conducteur de train à Lyon. Aucun symptôme cardiaque. Il faisait sa marche quotidienne, montait encore les escaliers sans peine. Un jour, lors d'un bilan médical organisé par son entreprise de prévoyance, on lui a proposé un test d'effort. Ça ne peut pas faire de mal, lui a-t-on dit. Mais le test a montré une irrégularité, très légère, assez pour déclencher une avalanche. Consultation en cardiologie, coronarographie, pose d'un stent. Quelques jours plus tard, Bernard faisait une hémorragie digestive à cause des anticoagulants. Il a été hospitalisé d'urgence. Il est sorti plus faible, plus inquiet, et son autonomie s'est réduite. Encore une fois, tout cela est parti d'un examen qu'il n'avait pas demandé, qu'il ne soupçonnait pas risqué, et surtout, qu'il n'aurait jamais eu si personne ne l'avait incité. Ce que je retiens de tous ces récits, ce n'est pas un rejet de la médecine, c'est un appel à la nuance. À 75 ans, 80 ans, c'est pas le même métier d'être médecin. C'est pas la même chose d'examiner un corps qui commence à ralentir, à s'adoucir, à prendre son temps. Et c'est aussi une autre posture pour le patient. Il ne s'agit plus de traquer la maladie, mais de préserver ce qui reste de solide, de vivant, de libre. Beaucoup de professionnels de santé le savent déjà. Des sociétés savantes de gériatrie en France recommandent désormais de ne pas proposer certains examens de dépistage aux patients asymptomatiques au-delà d'un certain âge. Pas parce que ces examens sont inutiles par nature, mais parce qu'ils peuvent devenir, à un moment donné, disproportionnés. Ils posent la question du rapport bénéfice-risque, mais aussi celle du sens. Détecter une anomalie silencieuse qui mettra 15 ans à évoluer chez quelqu'un qui a déjà 80 ans. À quoi bon si cela entraîne des souffrances, des complications, une peur qui ne le quitte plus? Ce qui me frappe, c'est que toutes ces situations partent d'une bonne intention. Personne ne force, personne ne ment. Mais ce qui manque, souvent, c'est la conversation préalable, celle qui pose les bonnes questions. Que cherchez-vous? Qu'espérez-vous? Qu'est-ce que cela changerait pour vous? Est-ce que cet examen va réellement améliorer votre quotidien? Est-ce qu'il vaut la peine d'être fait, pas en théorie, mais dans votre vie réelle, avec votre corps, votre histoire, vos envies? Nous devons réapprendre à faire confiance à cette intelligence du corps, qui à un certain âge
parle autrement. Le corps ne crie pas toujours, il murmure, il envoie des signaux subtils, il nous invite à ralentir, à écouter. Il ne veut pas forcément être ausculté en permanence. Il veut être respecté, accompagné, parfois simplement observé. Il n'y a pas de réponse unique. Ce que je vous partage ici, ce ne sont pas des règles, mais des clés de lecture. Peut-être que dans certains cas, un test est justifié. Mais il doit être choisi, pas subi. Il doit s'inscrire dans une logique de soin, pas dans une mécanique automatique. Il doit respecter le rythme de la personne, pas celui du protocole. Je crois profondément que la médecine du futur, celle qui respectera vraiment la personne âgée, sera une médecine plus lente, plus incarnée, plus humaine. Une médecine qui osera dire « Non, ce test n'est pas forcément nécessaire. Oui, vous avez le droit de refuser. » Une médecine qui valorisera la qualité de vie, l'autonomie, la tranquillité de l'esprit, plutôt que la performance technologique. Parce qu'au fond, après 70 ans, ce que l'on cherche n'est pas tant d'éviter chaque risque, mais de vivre avec légèreté, lucidité et dignité. Et cela, aucun scanner, aucune coloscopie, aucun test d'effort ne peut vous l'offrir. Mais un bon dialogue, un regard sincère, une décision éclairée, oui. Je crois que ce que l'on redoute le plus en vieillissant, ce n'est pas tant la maladie que la perte progressive de ce qui nous rend vivants, notre clarté d'esprit, notre énergie, notre liberté de mouvement. Et pourtant, ce sont précisément ces choses-là que la médecine moderne menace parfois, sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas volontaire, c'est souvent subtil, insidieux. Ça commence par un rendez-vous, une recommandation, une lettre de prévention reçue par la poste. Vous suivez la consigne. Vous pensez bien faire. Vous entrez dans le parcours de soins, confiant, raisonnable. Mais à mesure que les examens s'enchaînent, quelque chose se fissure. Pas toujours dans les résultats. Pas forcément dans le diagnostic. Non, la fissure est plus fine. Elle se glisse dans le regard que vous portez sur vous-même. Un jour, vous étiez quelqu'un de solide, peut-être même fier d'être encore autonome, lucide, actif. Le lendemain, vous devenez une personne à surveiller, à risque, fragile, sous contrôle médical régulier. Ce simple changement de statut peut transformer radicalement votre rapport à la vie. Vous commencez à interpréter chaque sensation, chaque gêne, chaque fatigue comme un symptôme. Vous ne dormez plus aussi bien. Vous ressentez cette tension constante dans le ventre, ce doute dans la gorge, cette crainte que quelque chose vous échappe. Je l'ai vu chez mon oncle Philippe. Il avait toujours été robuste, indépendant. Mais après une série d'examens, tous déclenchés par un scanner inutile, il est entré dans un état de vigilance excessive. Ce n'était pas de la paranoïa, juste une hyperconscience du corps, une manière de scruter chaque battement de cœur, chaque respiration. Il avait perdu cette insouciance qui rendait ses journées simples. Il me disait souvent « J'ai l'impression d'être malade en permanence, alors que rien ne me fait vraiment mal. » Et c'était vrai. C'était pas son corps qui avait changé, c'était sa perception. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas au mental. Il y a aussi le corps, bien sûr, ce corps âgé qui encaisse moins bien les traitements, les anesthésies, les hospitalisations. Un examen banal peut vous épuiser pour plusieurs jours. Une chute liée à un malaise ou une confusion post-opératoire peut déclencher une cascade de dépendance. Et puis il y a les médicaments, les effets secondaires, les incompatibilités, les ordonnances qui s'allongent jusqu'à devenir incompréhensibles. Et au-delà du corps, il y a l'économie silencieuse de tout cela. Ce que l'on dépense, en argent, mais aussi en temps, en énergie, en rendez-vous, en déplacement, en attente dans les salles blanches et froides. Tous ces instants que l'on aurait pu passer autrement, à marcher, à lire, à rire, à cuisiner, à embrasser ses petits-enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais consulter, je dis simplement que chaque acte médical doit être pesé, pas seulement en termes de diagnostic, mais en termes de conséquences réelles sur la vie. Parce qu'à partir d'un certain âge, tout prend une autre valeur. Le calme devient précieux, l'autonomie devient sacrée, et la tranquillité d'esprit, ce bien immatériel si souvent oublié, devient peut-être le plus grand luxe. Il m'a fallu du temps pour comprendre que vieillir en bonne santé ne signifiait pas nécessairement multiplier les rendez-vous médicaux. Ce n'était pas une évidence pour moi, ni pour les personnes autour de moi. Pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup,
que prendre soin de soi après un certain âge, c'était accepter toutes les recommandations médicales, faire tous les examens proposés, suivre chaque protocole, comme s'il existait un manuel universel du bon vieillissement. Mais plus j'observe, plus j'écoute les récits de ceux qui traversent cette étape de la vie, plus je suis convaincu que nous devons revoir notre façon de penser la santé après 70 ans. Il y a quelque chose d'extrêmement libérateur dans le fait de se poser une question simple. Est-ce que cette intervention est vraiment nécessaire pour moi, ici et maintenant? Non pas en théorie, mais dans ma réalité quotidienne, avec mon rythme, mes besoins, mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Cette capacité à interroger, à ralentir, à choisir, c'est pour moi la nouvelle forme d'intelligence médicale. Et elle commence par un mot que l'on n'ose pas toujours prononcer chez le médecin. Non. Dire non à un examen, ce n'est pas faire preuve de négligence. C'est exercer une forme de souveraineté sur sa santé. C'est affirmer que la qualité de vie ne se mesure pas en nombre de bilans réalisés, mais dans la manière dont on se sent, dont on se déplace, dont on interagit avec les autres. C'est affirmer que vivre plus longtemps n'a de sens que si l'on vit bien. J'ai remarqué que les personnes âgées les plus sereines que j'ai rencontrées n'étaient pas celles qui consultaient le plus, mais celles qui avaient su établir une relation apaisée avec leur corps. Elles connaissaient leur fragilité, bien sûr, mais elles ne s'y accrochaient pas comme à une fatalité. Elles n'étaient pas dans la fuite, mais dans l'écoute. Elles savaient faire la différence entre une alerte réelle et une inquiétude sans fondement. Elles avaient appris, parfois à travers l'épreuve, que leur corps n'était pas une machine à surveiller, mais un compagnon de route à respecter. La médecine qui m'inspire aujourd'hui est celle qui redonne du pouvoir aux patients. Une médecine qui écoute avant d'agir, qui explique avant de prescrire, qui questionne avant d'imposer. Une médecine qui accepte l'incertitude, l'imperfection, la complexité. Et surtout une médecine qui comprend que vieillir n'est pas une défaite, mais un changement de rythme. Il ne s'agit plus d'optimiser chaque cellule, mais de préserver l'essentiel, la lucidité, la mobilité, la paix intérieure. Je crois profondément qu'après un certain âge, il faut arrêter de traiter les patients comme des porteurs de risques et commencer à les considérer comme des personnes entières, avec une histoire, des priorités, des limites. Il ne s'agit plus de tout contrôler, mais de choisir avec discernement ce qui vaut la peine d'être surveillé, soigné ou simplement accepté. C'est une autre forme de courage, le courage de ne pas tout faire, le courage de vivre avec ce qui est. Le courage surtout de ne pas laisser la peur guider toutes nos décisions. Et si finalement, la santé à 75 ou 80 ans, c'était d'abord une affaire de liberté intérieure, de capacité à décider pour soi, à poser ses propres limites, à dire « je veux vivre encore, oui, mais je veux vivre selon mes termes, pas ceux d'un protocole impersonnel ». Cette question-là mérite, à mes yeux, d'être posée à chaque consultation. Il m'arrive souvent de repenser à cette phrase que ma grand-mère m'avait dite un jour, alors qu'elle entrait doucement dans la vieillesse. Vieillir, ce n'est pas seulement avoir plus d'années, c'est apprendre à les habiter autrement. À l'époque, je n'avais pas compris la profondeur de ces mots. Aujourd'hui, ils résonnent en moi avec une clarté bouleversante. Je crois qu'il y a, à un moment de la vie, un point de bascule. Un moment où l'on ne cherche plus à courir après le temps, ni à repousser les limites, mais à choisir ce que l'on veut vraiment préserver. Ce moment, c'est souvent après 70 ans. Et dans notre société qui glorifie l'action, l'optimisation, la performance, ce choix-là passe presque pour une résistance. Mais c'est en réalité un immense acte de lucidité. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à faire toujours plus. Plus de tests, plus de bilans, plus de traitements. Comme si le simple fait de refuser un examen médical faisait de nous quelqu'un d'imprudent ou d'irresponsable. Mais ce que j'ai compris, parfois dans la douleur, parfois en écoutant ceux qui ont eu le courage de dire non, c'est que le vrai soin commence justement quand on ose ralentir. Quand on comprend que chaque intervention, chaque test, chaque geste médical a un coût, pas seulement économique, mais émotionnel, physique, parfois même existentiel. Je me souviens d'une dame que j'avais rencontrée lors d'une conférence. Elle s'appelait Monique, avait 81 ans, et m'a dit quelque chose de bouleversant.
À mon âge, j'ai décidé de ne plus courir après les diagnostics. Je préfère courir après les couchers de soleil. Elle n'avait pas renoncé à sa santé, bien au contraire. Elle la vivait autrement, elle l'incarnait avec dignité, avec liberté, et surtout avec une paix intérieure que je n'ai jamais oubliée. Ce que j'ai appris à travers ces histoires, c'est que la sagesse du vieillissement, ce n'est pas dans l'accumulation d'analyses, mais dans la capacité à discerner, à savoir ce qui compte vraiment. À faire le tri entre ce qui est utile et ce qui est superflu, entre ce qui nous rassure vraiment et ce qui nous enferme dans une spirale de doute et de dépendance. Je crois profondément qu'il faut redonner à chaque personne âgée le droit et la force de choisir. De dire « ce test ne m'apportera rien, ce traitement ne changera pas ma vie, je veux vivre, pas seulement survivre », et que ce choix soit respecté, accompagné, valorisé. Car ce que nous devons protéger avant tout à cet âge de la vie, ce n'est pas simplement le cœur ou les poumons, c'est le regard que la personne porte sur elle-même, c'est sa capacité à se sentir encore libre, encore capable de décider, encore digne. Alors oui, peut-être que vieillir, au fond, c'est ça. Apprendre à dire non avec tendresse. Apprendre à écouter sa vérité intérieure. Apprendre à s'aimer assez pour ne plus se livrer aveuglément à ce que le monde médical propose. Non pas parce que ce monde est mauvais, mais parce qu'il ne sait pas toujours ce que nous savons. Qu'à cet âge, la vie ne se mesure plus en chiffres, mais en instants choisis. Vieillir n'est pas une maladie, c'est une étape de la vie, aussi naturelle que l'enfance ou l'âge adulte. Et pourtant, notre société moderne semble parfois l'avoir oubliée. Elle entoure la vieillesse d'une armure de peur, de protocoles, d'obsession médicale. On nous dit qu'il faut se surveiller sans cesse, dépister tout, agir vite, tout le temps. Mais si cette logique convenait à un corps jeune, alerte, plein d'élan, est-elle toujours adaptée à un corps qui cherche désormais la douceur, la stabilité, la paix? À travers tout ce que nous avons exploré ensemble, il devient clair qu'après 70 ans, la priorité n'est plus de tout prévenir à tout prix, mais de vivre pleinement. De choisir la qualité plutôt que la quantité. D'honorer le rythme du corps au lieu de le soumettre à une cadence médicale qui ne le comprend plus. Ce n'est pas un rejet de la médecine, bien au contraire. C'est une demande d'ajustement, de nuance, de respect. C'est l'envie d'être écouté, non pas seulement comme un patient, mais comme une personne entière, avec ses émotions, ses souvenirs, ses choix, ses valeurs. Vieillir, c'est parfois avoir la sagesse de ne plus tout accepter, mais de poser des limites. C'est aussi cultiver la confiance. Confiance en son corps, en son ressenti, en sa capacité à savoir ce qui est bon pour soi. Il ne s'agit pas de tout refuser, mais de ne plus dire oui par peur, de dire oui par conscience. C'est ça, la vraie liberté. Et cette liberté, elle peut transformer la manière dont on traverse ces années si précieuses. Elle peut rendre à chacun le pouvoir d'habiter sa santé avec fierté, avec lucidité, avec sérénité. La vie après 70 ans mérite mieux que des examens automatiques. Elle mérite des conversations humaines, de la bienveillance, de l'écoute. Elle mérite qu'on lui rende sa dignité, sa poésie, sa lumière. Car oui, il y a encore tant à vivre, tant à transmettre, tant à aimer. Et tout cela commence par une simple décision, celle de ne pas se laisser enfermer dans la peur, mais d'ouvrir les bras à la vie, dans tout ce qu'elle a de plus vrai. La grande leçon que je retiens de tout cela, c'est la suivante. Après un certain âge, le plus grand soin que l'on puisse s'offrir, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de choisir avec amour ce que l'on accepte et ce que l'on laisse passer. Et cela s'applique à tout, aux examens médicaux, aux conseils qu'on nous donne, aux habitudes que l'on conserve. Apprendre à écouter ce qui nous fait du bien, à dire non quand c'est juste, à ralentir sans culpabiliser, voilà les fondations d'une vie apaisée. C'est en vivant ainsi que l'on devient vraiment le gardien de sa propre santé. Et vous, qu'en pensez-vous? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important après 70 ans? A. Faire confiance à son corps et ralentir. B. Continuer à suivre tous les examens possibles pour se rassurer. Partagez votre avis en commentaire en écrivant simplement A ou B. Vos réponses sont précieuses et permettront à d'autres de réfléchir, de se sentir moins seuls et peut-être même de faire des choix plus éclairés. Et si ce contenu vous a aidé à voir les choses autrement, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien,
nous donne l'élan de continuer à produire des contenus humains, utiles et porteurs de sens. Merci infiniment d'être là.